bonjour à tous et à tous, on va commencer. Je suis heureux de vous retrouver à cette nouvelle édition du Data Platform Virtual Summit 2022, donc sous un format virtuel cette fois. Dans cette session, on va parler d'automatisation, SQL Server et plus généralement des plateformes de services de base de données avec Microsoft et on-prem et dans Azure, avec trois grandes thématiques qu'on connaît beaucoup chez les DBA, le déploiement d'instances SQL Server, la gestion des bases de données et la surveillance. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette session. Avant de commencer, on va remercier Microsoft, qui est le principal sponsor de cet événement. Sans sponsor, on n'aurait pas d'événement. Et bien entendu, je voulais aussi vous remercier vous en tant que participant, car sans vous, ce genre d'événement n'aurait aucun intérêt. Donc merci aux sponsors et merci aux participants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle David Barbarin, je suis administrateur de base de données dans une entreprise suisse qui s'appelle Migros Online, qui fait de la vente en ligne alimentaire. Donc c'est un contexte un peu particulier, en tout cas pour ma part, parce que c'est un contexte avec une forte culture DevOps qui dit... culture DevOps dit forte tendance à automatiser les choses. Comme vous le savez sans doute, dans la philosophie DevOps, l'automatisation, c'est un des piliers fondateurs. Et justement, c'est le sujet de cette session-là et qu'on va décliner sous différentes thématiques. L'agenda, sans surprise, on va parler d'abord de déploiement automatisé d'instances SQL Server. Bien entendu, avant de gérer des bases de données, il faut bien commencer par instancier des serveurs SQL Server. Ensuite, on va parler d'automatisation, d'administration des bases de données. Donc, on verra que finalement, il y en a tout un tas de tâches de DBA qu'on va pouvoir automatiser. Et je dirais que c'est tant mieux parce que le DBA va pouvoir se focaliser sur sa vraie valeur ajoutée, qui peut être la performance, qui peut être le design d'architecture, une migration dans Azure, des choses comme ça. Et la surveillance à l'échelle, où là, toute l'automatisation peut avoir tout son intérêt. J'en parlerai un petit peu plus précisément dans le dernier volet. Donc, je propose de commencer par le premier volet, le déploiement d'instances SQL Server. Donc, pour introduire ce premier volet, on peut dire que l'infrastructure, l'automatisation d'infrastructure, c'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est géré depuis des années par les équipes IT et les DBA. Mais ce qui va changer aujourd'hui, c'est la façon dont on voit l'infrastructure, dont on va gérer l'infrastructure dans l'automatisation par rapport aux nouvelles contraintes et exigences métiers qu'on peut avoir avec des cadences de release software qui sont de plus en plus rapides. On va essayer au maximum de réduire le time to market, d'avoir ces releases justement de software qui sont en production le plus rapidement possible. Et ça, la façon dont on gérait l'infrastructure sous forme de script avant, ça va répondre que partiellement à ce type de problématique, parce que vous n'allez pas pouvoir gérer l'ensemble du cycle de vie de votre infrastructure. De cette manière-là, vous aurez encore des opérations manuelles qui vont vous prendre du temps et qui vont monopoliser des efforts de vos équipes IT. Donc, la philosophie, justement, infrastructure as code, elle est là justement pour adresser ces types de problématiques. C'est une façon de gérer, de provisionner d'infrastructures dans du code, ce qu'on faisait avant, mais dans des fichiers de configuration. Et ça va vraiment vous permettre de décrire votre infrastructure et de la gérer tout au long de son cycle de vie de cette manière-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que finalement, vous allez avoir des environnements qui vont être stables et cohérents tout au long de la vie de l'infrastructure, avec des environnements qui vont pouvoir être répétables. On va augmenter la vélocité de provisioning. Ça va être vraiment utile justement dans ces philosophies cloud native Orient API où l'idée c'est d'être agile, rapide et de pouvoir finalement réduire le time to market, des choses qu'on connaît bien dans le monde DevOps et qui se prêtent justement à ce type de contexte-là. Alors, les outils d'infrastructure as code, il y en a deux grandes catégories, ceux qui se veulent déclaratifs et ceux qui se veulent impératifs, mais tous se basent sur finalement un état désiré de votre infrastructure. C'est vraiment le principe de base. Déclaratif, ça veut dire que vous allez finalement dire, par exemple, pour une instance SQL Server, que vous voulez déployer une instance SQL Server, mais vous n'allez pas dire la façon de le faire. C'est exactement ce que vous feriez quand vous écrivez une requête SQL, ou les langages qui se disent plutôt impératifs ou procéduraux, où là vous allez décrire la façon d'arriver à installer votre instance SQL Server.
sous forme de tâches. Alors, comme vous allez gérer votre infrastructure sous forme de code, comme on disait tout à l'heure, il va falloir vraiment le gérer en tant que tel, avec du source control et du versionning. Ça, c'est le gros avantage, des choses qu'on ne faisait pas forcément avec notre tooling, nos scripts dans notre coin en tant que DBA par le passé. Et vous allez devoir intégrer des campagnes de test, parce que vous allez gérer du code, modifier du code, et il faut vous assurer que vos modifications soient robustes et qu'elles ne viennent pas impacter votre production. Donc on va parler de pyramide de tests infrastructure as code avec des phases qu'on connaît bien dans le monde du software, avec des tests unitaires, avec des tests d'intégration, des choses comme ça, ou des tests end-to-end si le contexte s'en fait sentir. Et derrière, on va aussi devoir reconsidérer la surveillance, le monitoring, parce que vous allez augmenter votre vélocité de provisioning, fournir du service de provisioning peut-être à d'autres clients internes que vous avez. Vous allez pouvoir dire à vos développeurs de directement instancier des instances SQL Server. Et dans ce cas-là, votre monitoring, votre surveillance, elle doit s'adapter pour pouvoir justement détecter ces nouveaux composants qui arrivent, tout simplement parce que vous risquez d'en perdre le contrôle, et l'idée c'est d'en garder le contrôle et surtout de pouvoir récupérer toute la télémétrie, la métrique pour pouvoir faire du troubleshooting par la suite. J'ai mis un ensemble d'outils à gauche et à droite des slides. Quand on parle d'outils d'infrastructure as code ou d'outils qu'on peut utiliser dans des campagnes de test avec les outils d'infrastructure as code. Moi, pour ma part, j'en utilise deux, Ansible et Terraform. Mais il y en a d'autres, avec Chief, Puppet. Il y a aussi les providers de cloud. Si vous faites directement de l'infrastructure as code dans du cloud avec Azure Biceps, avec CloudFormation d'Amazon, Deployment Manager de GCP, ou du PowerShell DSC, donc qui est la même philosophie que ces outils infrastructure as code, mais pour pouvoir faire du provisioning d'infrastructure on-prem et pour des serveurs Windows. J'ai mis dans cette catégorie-là les DBA Tools, j'en parlerai un petit peu plus loin. C'est pas un outil d'infrastructure en tant que tel, mais il est suffisamment descriptif et verbeux pour le mettre dans cette catégorie-là. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ce que je vous propose, c'est de faire une première démonstration avec un déploiement d'infrastructure SQL Server et Loison avec Ansible et PowerShell DSC, et un déploiement dans le cloud avec Azure d'instances Azure SQLDB, donc les serveurs virtuels dans un premier temps. Donc simplement pour remettre le contexte, Ansible c'est un outil open source qui lui est un gestionnaire de configuration, donc il a besoin d'avoir un serveur existant pour pouvoir appliquer la configuration à l'intérieur, et il a besoin de PowerShell DSC parce qu'il n'a pas de module natif pour pouvoir gérer la partie SQL Server. PowerShell DSC lui est capable de gérer la partie SQL Server, et on peut interagir avec PowerShell DSC directement avec Ansible. PowerShell DSC, lui, c'est un framework basé sur PowerShell qui existe depuis Windows 2012 R2, et c'est un outil qui a la même philosophie qu'Ansible, qui se base sur l'état désiré, et il est déclaratif comme langage. Je vous montrerai tout à l'heure. Terraform, lui, il est classé dans la catégorie des orchestrateurs d'infrastructure. Il est là pour déployer de l'infrastructure, il est vraiment adapté au monde du cloud. Donc passons à la démonstration. Donc je vais passer avec Ansible. Alors Ansible, ce que je voulais vous montrer ici, donc c'est un outil ici, que j'ai installé sous un serveur Linux. J'ai une version 2.9, c'est pas une des versions les plus récentes, mais peu importe. Et ça vient surtout se baser sur du Python, d'accord. Donc vous devez vraiment avoir les bonnes versions de Python. Ansible, lui, comme je disais, il a besoin de serveurs pour pouvoir se déployer et opérer l'exécution de ces tâches. Donc il va souvent se baser sur des inventaires. Ça, c'est ce qu'on appelle un inventaire statique, avec un fichier dans lequel je vais répertorier mes serveurs Windows, mes serveurs Linux, où je peux utiliser ici des choses un peu plus dynamiques, un peu plus complexes en fonction de mes besoins. Quelque chose aussi dont vous allez avoir besoin, c'est que lors
de l'exécution de vos tâches, vous allez peut-être avoir besoin de variables, des variables sensibles que vous allez mettre dans des fichiers. Bon là, par exemple, j'ai un fichier all dans lequel je vais mettre des variables qui vont être utilisées pour l'ensemble des serveurs que je vais déployer, avec des informations de connexion pour quand si je me connecte sur du Windows avec le protocole de connexion WinRM, avec le protocole de transport NTLM, avec des choses qu'on peut justement jouer. Parce que Ansible, il est multiplateforme et avec du Linux ou du Windows, donc du WinRM ou du SSH, avec du NTLM, du Kerberos ou du CRED SSP en fonction de vos besoins, bien entendu. Autant dire que ce fichier-là, il est sensible, donc vous devez bien le protéger. Maintenant, pour exécuter vos tâches, vous allez avoir besoin de modules pour pouvoir les exécuter, pour pouvoir gérer certains types de tâches. Et c'est justement ces modules, ces plugins dont vous avez besoin, ils sont packagés dans des galaxies dans le monde Ansible que vous pouvez télécharger en fonction de vos besoins. Donc là, j'ai besoin moi de 2 galaxies la Community Windows pour interagir avec Windows et Chocolaté pour pouvoir installer des paquets de Chocolaté dans mon installation. Une chose aussi qui est importante, c'est que l'exécution des tâches sous Ansible, donc ça se font au travers d'un playbook. Vous pouvez tout à fait créer un ensemble de tâches dans un playbook pour installer SQL Server, mais l'idée ici c'est d'avoir du code qui est répétable que je vais pouvoir utiliser dans différents services. Donc je vais factoriser mon code et je vais pouvoir le rendre disponible pour d'autres playbooks Ansible. Et voilà, au même titre que je pourrais faire avec une fonction SQL que je vais pouvoir utiliser dans diverses requêtes. D'accord, c'est à peu près l'idée. Donc ici j'ai créé 3 rôles pour SQL Server, un pour installer les instances SQL, un pour gérer la partie Windows Cluster et enfin un qui s'appelle WinAG pour pouvoir déployer une infrastructure always on sur une infrastructure existante avec des instances SQL Server et du Windows bien entendu. Donc si je vais dans le détail de ces rôles qui se trouvent ici dans Ansible, ETC rôle. Alors ce que je voulais vous montrer ici dans la philosophie Ansible, donc si je prends le rôle d'installation SQL Server, donc un rôle c'est c'est une structure prédéfinie de dossiers que vous allez trouver dans la documentation Ansible. Je rentre pas dans le détail, mais cette structure de dossier vous permet finalement de gérer votre module et d'interagir avec vos modules avec la définition de variables d'entrée, de valeurs par défaut, de fichiers de script que vous voulez exécuter sur votre serveur, de fichiers que vous voulez déployer sous forme de template Jinja par exemple, des fichiers de configuration, des choses comme ça. Le cœur de votre rôle se trouve dans le dossier task et dans un fichier main, ici, vous pouvez voir que ici c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un playbook avec un ensemble de tâches à exécuter ici pour installer une instance SQL Server. Donc la première chose, par exemple dans ce cas-là, je vais inclure des tâches dans d'autres fichiers, ça c'est tout à fait possible et ça c'est un ensemble de vérification pour garantir que mes paramètres d'entrée soient corrects pour la bonne exécution de l'installation de mon instance SQL Server. Une tâche c'est quoi? C'est un nom. Ici, avec un module associé qu'on va utiliser, des paramètres d'entrée, et surtout ce qui est intéressant avec les outils d'infrastructure as code, c'est que l'idempotence, elle est nativement incluse dans l'outil. Vous n'avez pas besoin de le coder. Ici, j'ai juste besoin de dire que je veux que pour chaque paquet de chocolaté que j'installe, je veux qu'il soit présent. L'idempotence va faire que s'il n'est pas présent, je vais l'installer, et s'il est présent, la tâche va être Ansible va passer à la tâche suivante, d'accord? C'est un peu l'idée. Et vous n'avez pas besoin de le coder encore une fois. Donc là, j'ai une autre tâche qui va me permettre d'installer des modules PowerShell. Ici, c'est le module PowerShell DSC qui va me permettre de gérer la partie SQL Server. Après, j'ai tout un tas de tâches pour aller préparer mon système d'exploitation pour installer SQL Server. Par exemple, j'ai des modules pour Windows qui sont fournis dans les galaxies Windows qui permettent d'aller gérer la partie paging file, les power plans, d'aller directement exécuter des scripts PowerShell si j'ai tout simplement des modules qui n'existent pas pour des tâches prédéfinies. Là, c'est pour la partie background processes. Je vais exécuter un script PowerShell. Et par contre, j'ai besoin dans ce script de PowerShell de coder l'idempotence, d'accord, de gérer des changements
des changements d'état, de dire quand est-ce que j'ai configuré ma ressource et quand est-ce que je l'ai skippé parce qu'elle est déjà configurée. Donc au travers de justement d'états de sortie que j'ai mis là, OK pour dire que la tâche a été configurée, failed, il y a eu un problème et rien, ça a déjà été fait. Et enfin, si je passe à ce qui m'intéresse ici, la partie SQL Server, là j'ai besoin, ce que je vous disais, de PowerShell DSC et d'une ressource spécifique pour pouvoir installer SQL Server. Ici, c'est SQL Setup avec les paramètres que vous connaissez bien avec le setup.exe de SQL Server qui va me permettre d'installer mon instance SQL. Et d'autres tâches ici qui ont finalisé la configuration de mon instance. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était le rôle qu'on va déployer ici dans la démonstration. AG, c'est exactement la même philosophie, même structure de dossier, avec un ensemble d'actions qui est complètement différent et qui va se baser uniquement sur du WinDSC, donc avec du PowerShell DSC et des ressources spécifiques en fonction de mes besoins. Configuration des logins et des permissions. Ici, création des points de terminaison avec le SQL Endpoint, la ressource SQL Endpoint. L'activation du service HADR avec la ressource spécifique SQL Zone on Service, etc., etc. D'accord? Donc là, je vais pouvoir avoir, au travers de PowerShell DSC, les WinDSC, interagir directement avec Ansible pour configurer mon instance SQL Server. Donc, comment ça se passe ici pour pouvoir lancer un playbook SQL Server? Donc là, j'ai défini un playbook qui me permet de faire tout ça. Dans ce playbook-là, je vais créer ce qu'on appelle un inventaire dynamique, au contraire de l'inventaire statique que je vous ai montré tout à l'heure dans des fichiers. Donc, en fonction des paramètres que je vais lui rentrer, je vais créer un inventaire avec le add host et utiliser cet inventaire comme référentiel et d'aller configurer la couche Windows Cluster et la couche groupe de disponibilité. Alors comment je fais ça? J'ai inclus le rôle que j'ai défini tout à l'heure avec les variables d'entrée qui me sont nécessaires pour les besoins du rôle. Ici, les noms d'un réplica, le nom du groupe de disponibilité, les informations des points de terminaison et du listener. Alors comment j'exécute un playbook? Tout simplement en lançant la commande qui est là, et je vais la commenter par la suite. Donc, j'ai une commande Ansible Playbook qui va me lancer justement le playbook que j'ai défini, les ensembles d'actions que j'ai définis, qui lui-même va appeler le rôle que j'ai défini pour mes groupes de disponibilité, avec un fichier de paramètres ici qui spécifie les valeurs dont j'ai besoin pour mes groupes de disponibilité, c'est-à-dire ici, et avec le nom. J'ai des valeurs par défaut et j'ai aussi des valeurs qui sont spécifiques justement à mon contexte quand je vais lancer le playbook. Donc vous voyez qu'ici en fait le playbook est en train de s'exécuter, donc moi j'ai un peu triché au niveau de ma démo, j'ai déjà préparé les choses pour aller un petit peu plus vite, donc avec cette propriété d'idempotence, le playbook il va simplement dire je détecte que l'ensemble des actions que tu me demandes d'effectuer, elles existent déjà, donc je vais simplement les skipper et passer à la tâche suivante. Donc c'est ce qu'on voit ici au travers des OK en vert. Si j'avais quelque chose qui était configuré, j'aurais une ligne jaune avec un état de change. D'accord, donc je vais laisser terminer le playbook. Donc là, il a bientôt terminé. Vous voyez qu'ici, en fait, il fait rien. C'est déjà tout configuré. J'ai déjà configuré mon instance. Et ce qu'on peut voir ici, effectivement, j'ai mon instance SQL Server, mes deux réplicas, Windows 2019 01 et 02, avec mon groupe de disponibilité qui est ici, AG Test, et pour le moment, j'ai aucune base de données. Donc, j'ai une enveloppe vierge, mais j'ai mon infrastructure qui est configurée. Vous voyez ici que j'ai aucun changement, tout a déjà été bien configuré, tout s'est bien passé. Maintenant, si je passe à la partie Terraform, ici, le Terraform, c'est à peu près la même philosophie. On a des spécificités technologiques en fonction des langages. L'idée, c'est de définir alors non plus des actions ici. Terraform, c'est un langage déclaratif, donc on va juste définir en fait les ressources à déployer. Les actions, en fait, elles vont être menées intrinsèquement par les ressources. Alors, comment on définit des ressources? Alors, des ressources, on va les utiliser au travers de providers. On parle pas de Galaxy ici, mais on parle de provider Terraform. Ici, vous voyez que j'ai un provider Azure RM, donc fourni par Microsoft pour la partie Azure pour gérer, instancier de l'infrastructure sous Azure. Et
Terraform, lui, il va pas utiliser un état configuré, il va utiliser un fichier d'état qui va simplement représenter l'état de votre infrastructure, et il va comparer ça avec les fichiers de configuration que vous lui donnez, calculer un plan et trouver les différences, s'il y a des choses à ajouter, des choses à mettre à jour, des choses à supprimer, et exécuter ce plan. Et ce fichier d'état ici, le Terraform SQL IntFstate, je le gère ici je le stocke dans un storage account dans Azure. Donc, exactement le même principe que tout à l'heure. En fait, je peux tout à fait définir une suite de déclarer des ressources dans le fichier main, mais pour des raisons de factorisation et de réutilisation de mon code, parce que des instances SQL Server, je peux en déployer dans différentes occasions dans mon contexte, au travers des développeurs. Je peux décider d'en faire des modules avec une structure particulière, qui a des bonnes pratiques aussi. Terraform à ce sujet-là, il suffit d'aller lire la littérature sur Internet. Donc j'ai un fichier de variables qui va me définir mes variables d'entrée, par exemple la région, l'environnement sur lequel je vais devoir exécuter mon Terraform, la région sur laquelle je vais devoir déployer mes ressources, etc. Et des fichiers, des paramètres qui sont propres à SQL avec la version, par exemple, et les credentials pour le SQL admin. Et ici, tout se passe dans mon module avec la suite des actions à réaliser. Donc, pour le déploiement des virtual serveurs dans mes régions, moi j'ai décidé de les déployer dans 2 régions spécifiques, West Europe et North Europe. Donc, l'idée, c'est la première chose, c'est d'aller créer les groupes de ressources dans lesquels je vais aller provisionner ensuite mes serveurs virtuels. Et vous voyez qu'ici, c'est pas plus compliqué que d'aller définir une ressource avec le type de ressource que je vais déployer, un nom, et puis les paramètres ici d'entrée. Il peut y en avoir beaucoup plus. Ici, j'ai simplifié pour les besoins de la démonstration. Mais voyez, c'est pas plus compliqué. Je déclare ce que je veux déployer, et ensuite derrière, le Terraform fait le reste. J'ai pas besoin de préciser l'ensemble des actions, si je compare avec ce que j'ai fait avec Ansible. Et j'ai besoin de mon fichier paramètres. Mon fichier paramètres, c'est ni plus ni moins ici qu'une liste des régions dans lesquelles je vais déployer mes instances, mes serveurs virtuels, et les paramètres liés que j'ai retrouvé tout à l'heure et dont j'ai besoin pour l'exécution de mon module. Pour calculer le plan, j'utilise l'instruction Terraform plan. Je stocke le plan ici dans un fichier. Je vais utiliser ici un fichier additionnel pour les var files. C'est ni plus ni moins que lorsque je vais vouloir définir des bases de données à instancier. Pour le moment, je m'en sers pas, mais là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment va se passer l'exécution de cette commande-là. Il va venir aller chercher le fichier d'état, qui représente l'état courant de mon infrastructure, et comparer avec mon nouveau fichier de définition. Et bien entendu ici, comme il n'y a eu aucun changement de son côté, et le programme s'arrête là en disant qu'il n'y a aucun changement. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Encore une fois ici, j'ai déjà directement 2 serveurs virtuels dans chaque région qui ont été instanciés. Maintenant de passer au deuxième volet de cette session avec l'automatisation des tâches de base de données. Tout à l'heure, les tâches DBA quotidiennes, mensuelles, etc. Il y en a un certain nombre qui peuvent être automatisés. Il y en a un certain nombre de bases, et il y en a d'autres que vous allez certainement vouloir automatiser en fonction de votre contexte. Donc ça, c'est une bonne chose. Comme je vous disais, ça permet vraiment de laisser le DBA faire pourquoi il est fait, c'est-à-dire gérer des tâches qui requièrent vraiment de la connaissance DBA, optimisation de requêtes, optimisation d'infrastructures, etc., migration d'instances ou des choses comme ça, création d'infrastructures hautement disponibles, voilà. Si vous commencez à rentrer dans le monde du cloud avec des services orientés PaaS ou DBS Services, effectivement, c'est la même histoire que pour le déploiement des instances. Vous allez avoir des choses qui sont déjà comprises avec le provider.
Par exemple, toute la partie haute disponibilité, elle est comprise dans le déploiement. Vous n'avez pas à la gérer comme je l'ai fait au travers d'Ansible tout à l'heure. Au niveau des tâches d'administration DBA, par exemple, vous avez des tâches comme la sauvegarde ou la vérification d'intégrité qui sont directement gérées. Donc, il y a des choses que vous allez peut-être ne pas devoir automatiser ou gérer. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas que les tâches qui vous restent, vous avez des outils qui vous permettent vraiment d'accélérer en fait c'est l'automatisation et avec des outils plus communautaires tels que les DBA Tools, les DBA Check ou les plans de maintenance ou la Green. Alors le dernier, je passe très rapidement, hein, c'est l'automatisation de vos tâches de maintenance comme les mises à jour des stats, les backups, le rebuild de vos index, etc. que vous allez pouvoir automatiser au travers de jobs de maintenance avec des scripts qui permettent de gérer avec les bonnes pratiques la maintenance de vos bases de données. Pour toutes les autres tâches, en fait, vous avez les DBA Tools, les DBA Check. Le DBA Tools, c'est vraiment une histoire intéressante. C'est une petite initiative qui a été créée par Chrissy Lumer en 2014, qui est MVP SQL Server. Et cette initiative, l'idée, c'était vraiment de commencer à produire des fonctions qui permettent d'automatiser des choses. Et l'idée géniale, ça a été finalement de le partager sous forme de projet communautaire. Et ce projet, depuis, il a grandi. Et le nombre de fonctions permettant de faire de l'automatisation est vraiment important. Et vous avez une palette exhaustive de fonctions qui vous permettent de faire de l'automatisation de vos tâches. Le DBA Check, il est à peu près dans la même philosophie. Il est dans la même philosophie que cet outil-là, avec une fonction qui est différente, c'est-à-dire qu'il est là pour vérifier la configuration de vos instances SQL Server, par exemple dans une problématique ou votre de vérification de la déviation de configuration par rapport à un standard. Nous, c'est ce qu'on fait, et c'est quelque chose des fois qu'on peut pas forcément éviter, même avec de l'infrastructure as code, où quelqu'un va déployer un changement de configuration qui ne correspond pas à vos bonnes pratiques à vous. Donc le DBA Check, il est capable d'aller adresser ce genre de problématiques. Comme je disais, tout est contextuel, hein, et en général, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'illustrer par un exemple qui est concret qu'on utilise chez nous. Sophie qui est DevOps, comme je disais, une culture DevOps avec les opérationnels qui vont déployer l'infrastructure avec de l'Ansible, les playbooks Ansible et du PowerShell DSC. Donc directement 3 environnements en même temps, int, hack et prod, et les environnements qui sont hautement disponibles dans tous les cas. Ensuite, on a une mise à jour automatique du référentiel des serveurs SQL qui sont enregistrés dans le CMS, tout simplement pour pouvoir faire du discovery automatique pour de l'administration a posteriori sur l'ensemble des serveurs du parc. Ensuite, on a d'autres tâches qu'on a voulu automatiser et qui ont un réel intérêt business dans d'autres cas. Par exemple, quelque chose qui a un gros intérêt, c'est la création de microservices. Chez nous, je rappelle, on est dans un environnement distribué à base de microservices, donc avec la philosophie, une application, une base de données, si on a besoin d'une base de données, si on a besoin de persistance. Donc dans ce cas-là, en fait, on a un workflow qui est géré au travers de Jira. Donc on a un pipeline de déploiement ici qui va être initié par les devs, on va avoir une validation par les opérationnels, et ça va donner lieu à l'exécution de fonctions PowerShell customisées qui se basent sur les fonctions primitives de DBA Tools pour pouvoir faire le job qu'on lui a donné de faire, c'est-à-dire d'aller instancier ici avec d'un playbook Ansible la partie applicative sur OpenShift. Donc les applications, nous c'est des conteneurs ou des pods sur de l'OpenShift, et on a deux fonctions dans notre PowerShell framework PowerShell customisé qui va venir déployer la base de données sur les trois environnements int, hack et prod. Et avec tout un tas d'actions derrière. Hein. Il est bien évident quand vous créez une base de données dans un environnement à l'OASON, vous avez tout un tas d'actions que vous devez faire. Vous devez créer la base de données sur le primaire, vous devez vous devez peut-être backup et restaurer sur le secondaire en fonction des options d'initialisation que vous avez choisies. Vous devez créer les logins, vous devez ajouter la base de données dans
vous devez ajouter la base de données dans le groupe de disponibilité, etc. Et ceci dans les 3 environnements. Et ça, c'est exactement ce que fait cette fonction-là. Et on a une mise à jour systématique d'un référentiel de base de données et des applications, toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que pour de la maintenance a posteriori, on a une découverte automatique des bases de données sur lesquelles en fait on doit se focaliser. Et ça, c'est le cas effectivement des campagnes de refresh chez nous qui ont un gros intérêt business, c'est-à-dire que, comme je vous disais, on est dans une philosophie DevOps avec une réduction drastique du time to market. C'est la target. L'idée, c'est de réduire le temps des cycles de release, et quand vous commencez à faire du rafraîchissement de base de données, vous allez impacter justement ces temps de déploiement. Donc l'idée, c'est de réduire les rafraîchissements de base de données autant que possible avec de l'automatisation. Et c'est exactement ce qu'on a fait là. En fait, ces scripts qui viennent prendre en référentiel les bases de données créées et les serveurs qui ont été créés, s'ils sont concernés par le rafraîchissement, et on a un rafraîchissement automatique des environnements hack ou int en fonction, bien sûr, du cas. Donc, qui dit rafraîchissement dit, voilà, je vais venir supprimer la base de données du groupe de disponibilité existant, je vais peut-être aller faire un restore des backups de prod, je vais aller restaurer peut-être sur le réplica secondaire, je vais aller fixer la partie sécurité avec tous les users orphelins. Je vais reconfigurer, aligner la sécurité avec mes environnements. C'est plus de la prod, c'est de la cooling. Il y a plein d'actions comme ça derrière qui ont été automatisées et qui permettent justement d'impacter le moins possible ces cadences de release. Toute la partie changement de configuration qui se fait soit au travers du cycle de vie de l'infrastructure au travers des playbooks, soit les changements de configuration au niveau base de données ou à l'intérieur des bases de données au travers de workflow Jira directement dans des scripts de déploiement de scripts avec certaines vérifications automatisées, que ce soit pour les opérationnels ou les devs dans les différents pipelines de déploiement. D'accord ? Donc voilà, tout ceci, c'est pour vous montrer finalement l'intérêt qu'on a à automatiser les choses. C'est vraiment l'automatisation, elle n'est pas que pour vous, elle est vraiment pour un but collectif. Et nous, dans notre contexte de DevOps, c'est vraiment d'aller réduire le time to market. Donc dans cette deuxième démonstration, ce que je vous propose, c'est de créer une base de données avec les DBA Tools dans un environnement disponible de groupe de disponibilité que j'ai précédemment créé avec Ansible, et de le faire la même chose avec Terraform. Alors, je me connecte ici. Donc pour les DBA Tools, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un ensemble de commandes qui se base sur PowerShell. Bon, c'est tout, bien évidemment que j'ai une version de PowerShell ici qui est 5.1, donc je peux en avoir je peux opérer sur des versions plus récentes. Par contre, c'est pas forcément le cas des DBA check ici, faut bien faire attention. Donc moi je l'ai installé avec le PowerShell Gallery, mais en fonction de vos contraintes de sécurité, peut-être que vous aurez besoin de le faire autrement, offline par exemple. Une fois que vous l'avez installé, votre DBA tool, vous pouvez aller récupérer. Alors là ici, c'est de dresser un petit peu l'inventaire des commandes. J'étais pas très loin tout à l'heure, il y en a 615, donc ça on est vraiment pas mal. Donc on a un ensemble de commandes assez exhaustif pour pouvoir faire de l'administration automatisée au niveau des tâches DBA. Donc ici, je me mets simplement dans le bon contexte. Je travaille encore une fois toujours pareil pour que mon code soit répétable et réutilisable. Moi, je l'ai mis sous forme de module. On n'est pas obligé de le faire, mais l'idée c'était vraiment de produire du code factorisable et répétable. Donc j'ai créé un module, c'est ce qu'on a fait chez nous en tout cas dans mon contexte, avec un ensemble de fonctions, alors soit internes qui sont utilisées en interne par les fonctions, soit des fonctions en fait qu'on va exposer directement au travers du module avec export module member ici. On fonctionne de la même manière quelque part que les DBA Tools. Et cette fonction-là, en fait, c'est vraiment une fonction business. Je viens créer une base de données de composants telle que je l'ai décrite tout à l'heure, avec l'installation de la base de données dans un environnement always on, la création de la base de données sur le primaire, ajout dans le secondaire, etc. Donc, vous voyez qu'ici, la philosophie, donc c'est un langage de scripting pour PowerShell, et DBA Tools se base sur du PowerShell, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une philosophie infrastructure as code, et vous allez, si vous devez mettre de l'idempotence, vous allez devoir la gérer dans votre code, vous allez devoir l'écrire.
Mais par contre, ce qui est intéressant avec cette structure de code, c'est qu'elle est vraiment simplifiée avec l'utilisation des DBA tools, c'est-à-dire que vous allez fonctionner beaucoup avec des fonctions qui sont verbeuses, avec un verbe, et puis derrière, ce que vous allez faire, get, ls, agréplica pour récupérer la liste des réplicas. Ici, je vais identifier mon réplica primaire, et je vais utiliser le get DBA availability groups avec des paramètres d'entrée. Ça va être voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui ont fait du PowerShell et du SQL Server auparavant avec les SMO, en fait, c'était vraiment une autre histoire. Vous aviez un peu plus de code à gérer. Ici, c'est vraiment simple. La complexité, elle est masquée et elle est rendue vraiment descriptive au travers des DBA tools. Donc, comme je vous disais ici, pour créer une base de données, vous avez tout un tas de choses à faire parce que l'idempotence, elle n'est pas forcément gérée. Donc, vous avez besoin, si votre base de données elle existe, peut-être, si elle n'existe pas, vous allez devoir la créer, l'ajouter. Si elle existe, vous allez devoir vérifier qu'elle existe et ne pas faire les actions de passer à l'étape suivante en fonction du cas. D'accord. Donc ici, par exemple, je fais un get DBA database, je vais regarder si elle existe ou pas. Si elle n'existe pas, je vais créer ma base de données, donc avec les paramètres d'entrée, avec le new DBA database. C'est hyper simple. Vous voyez ici, c'est vraiment simple comme construction, etc., etc. Je vais l'ajouter dans le groupe de disponibilité. Et initialiser finalement la session d'application au travers de direct seeding. Donc comment ça se passe ici pour lancer ma fonction? Tout ça, je vais au mauvais endroit ici. Tout simplement, la première chose à faire, c'est d'importer le module custom que j'ai développé avec la fonction exportée qui est rendue disponible, le new lsdb component. Si je regarde ici, double vérification, effectivement, mon module il est là avec ici la commande et j'ai juste à lancer la commande avec les paramètres requis. Ici, j'ai simplement à mettre le nom du composant et je vais avoir une base de données qui va être créée avec le même nom, que le composant et ajoutée dans le groupe de disponibilité. Voilà. Donc en fait, toute la complexité, elle est masquée au travers de cette unique fonction. D'accord ? Donc ça, c'est la philosophie des DBA Tools. Maintenant, la philosophie Terraform. Donc là, on est dans un langage qui est déclaratif. Et donc là, comment je le gère? Toujours au travers de mon rôle SQL Server, sauf que là, je vais m'intéresser à cette partie-là. Database, pour créer une base de données dans le cloud avec Azure SQL DB, c'est pas plus compliqué que ça de dire je vais récupérer la ressource, utiliser la ressource qui va bien, définir un ensemble de paramètres, le nom de ma base de données, sur quel serveur je veux le déployer, la collation, la taille max, le service tiers que je vais utiliser, si je fais du read-scale, du zone redondante et bien d'autres choses que je n'ai pas forcément spécifiées ici pour rendre la démonstration simple. Mais voilà, une fois que vous avez déployé ça, c'est terminé. Et vous aurez des services intrinsèques à la base intégrés à la base de données et vous n'aurez pas besoin de le gérer dans votre code comme je l'ai fait avec Ansible. Vous aurez automatiquement de la haute disponibilité avec votre service de base de données. Ça c'est en fonction de votre service tiers. C'est soit vous avez de la duplication de stockage et vous avez votre compute qui switch d'un serveur à un autre en fonction des événements, ou vous avez au contraire quelque chose d'un peu plus robuste avec des environnements zone qui sont provisionnés en background et dont vous n'avez pas besoin de le gérer au niveau du code, c'est automatiquement pris par le provider. Donc ça, moi ici dans mon business case, je vais aller un petit peu plus loin, je vais essayer, l'idée c'est de pallier un problème de disponibilité au niveau région, donc mes groupes de disponibilité, ma disponibilité, elle est gérée au niveau région, et moi ce que je veux, c'est que si au niveau région, mon infrastructure elle tombe, que je puisse reprendre mon activité sur une autre région, dans un plan de continuité de service que j'aurai défini. Dans ce cas-là, je vais devoir utiliser ce qu'on appelle une fonctionnalité supplémentaire et qui s'appelle les groupes de basculement. Ça, on peut faire l'analogie avec les groupes de disponibilité, mais la réplication se fait de manière asynchrone dans ce cas. Elle est vraiment dans des use cases comme ça de disaster recovery où vous voulez basculer d'une région à une autre, mais vous pouvez potentiellement perdre de la donnée. Donc voilà, l'idée c'était d'embarquer cette base de données dans ces groupes de disponibilité, ces groupes de failover automatiques et d'initialiser les sessions de réplication avec une base de données qui va être provisionnée sur mon serveur virtuel en Europe de l'Ouest, un serveur de base de données qui va être répliqué, qui va être instancié sur mon second serveur en Europe du Nord et initier la réplication. Alors comment ça va? C'est exactement ce qui est fait dans ce code-là. Je déclare
de failover, mes bases de données sur le primaire, sur le secondaire. Sur le secondaire, c'est un peu spécifique parce que je vais me servir finalement je vais dire que je vais me servir de la primaire pour créer la secondaire et je vais le créer dans un mode secondary pour tout simplement que Azure comprenne que que j'ai besoin de gérer finalement mes ressources directement par Terraform et que derrière je veux simplement initier la session de réplication au niveau du code après avoir instancié mes ressources. Et ça, je peux le contrôler au travers de mes dépendances. Je peux dire au groupe de failover automatique d'attendre que mes deux bases de données sur le primaire et le secondaire ont été créées avant d'initialiser la session de réplication. Donc voilà comment ça se passe au niveau du module. Maintenant, au niveau du code, comme je disais, j'ai des paramètres ici que je vais définir. Alors un paramètre, c'est l'environnement sur lequel je vais déployer. Donc là, c'est un environnement sandbox. Je vais lui dire cette fois que j'ai juste à le plan avec comparer l'état actuel avec ma nouvelle définition d'infrastructure. Comme je viens rajouter une nouvelle valeur dans ma variable, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, Terraform va détecter que je vais devoir créer mes bases de données, une base de données sur mes serveurs, sur mes serveurs dans les deux régions et d'initialiser la session session de réplication en faisant entrer mes bases de données dans le groupe de basculement automatique. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez qu'il va il va calculer son plan. Et ce qui est intéressant dans la démonstration, c'est voir ce qui va changer. En fait, des choses qui vont être créées, des choses qui vont être mises à jour, ce que je vous disais tout à l'heure. Créer la base de données sur le primaire, créer la base de données sur le secondaire. Ça, c'est des ressources qui vont être créées et modifier la ressource existante parce que le groupe de failover automatique, il a déjà créé. Mais ce qui a changé, c'est que je vais rajouter une base à l'intérieur. Donc, je vais demander finalement à Azure d'initialiser la session de réplication. Donc ça, je peux bien sûr le lancer, mais je vais pas forcément aller jusqu'à la fin de la démonstration. Il va forcément me créer les ressources nécessaires et me créer la session d'initialisation. Donc, je vais passer au dernier volet Avant de passer au dernier volet, peut-être un résumé de ce qu'on a fait. Donc, vous avez vu que les philosophies des outils sont complètement différentes en fonction qu'on est sur du DBA, quelque chose, un langage de scripting, bien que très descriptif, et un langage vraiment d'orchestration de ressources qui est plus orienté infrastructure as code. Donc, en fonction du cas, dans les deux cas, ces outils peuvent être nécessaires. Et enfin, on va traiter le dernier volet qui est la surveillance à l'échelle. Donc, pourquoi ce topic-là? Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, vous allez, avec l'automatisation d'infrastructure as code, atteindre une certaine vélocité et vous allez fournir cette automatisation à d'autres services. Donc, quelque part, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, vous allez rapidement perdre le contrôle de ce que vous allez déployer si ceux-ci ne sont pas monitorés correctement. Donc, votre outil, il est obligé de s'adapter et de pouvoir faire la découverte automatique pour que vous-même soyez au courant de ce qui se passe pour finalement garantir une certaine gouvernance. Donc, sur les outils, sur les infrastructures qui étaient traditionnellement monolithiques avec des services traditionnels, 3 tiers avec une base de données, des serveurs applicatifs, des applications, des serveurs web, on n'avait pas tellement ce problème. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, pour la base de données en question, on savait quelle application, quel serveur venait interagir avec le serveur de base de données. Donc, on avait des outils qui étaient focalisés base de données et si vous aviez un problème qui était au-dessus, il suffisait de vous reporter sur le serveur applicatif qui était au-dessus et le problème était réglé, j'allais dire. Mais le problème sur des infrastructures distribuées telles que moi sur lesquelles j'opère, où en fait vous avez la création de composants de bases de données de manière pratiquement quotidienne, en fait ça commence à devenir compliqué de détecter en fait quel composant va faire une requête sur telle base de données ou va interagir avec tel autre composant. Surtout quand vous commencez à avoir des problématiques de performance, ça commence à devenir compliqué. Et c'est là où l'observabilité finalement permet de redéfinir, d'adresser ce
ce genre de besoin. L'idée, c'est d'aller au-delà de cette surveillance traditionnelle qu'on connaissait, en tout cas sur la partie DBA, et d'avoir une vue plus holistique du système avec une vision à 360 de ce qui se passe. Alors l'observabilité, c'est le fait de définir un système comme étant finalement ayant suffisamment de données pour le rendre observable. Qui dit observable dit un système qu'on va pouvoir comprendre, et si un système et répondre justement à ces problématiques, des questions qu'on peut avoir des développeurs, qu'est-ce qui s'est passé sur la base de données, pourquoi, qui a exécuté telle requête ou qui est à l'origine de tel problème. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ce genre de questions-là, c'est que votre système il n'est pas suffisamment observable, c'est que vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour pouvoir y répondre. Donc il va falloir finalement développer toute cette stratégie de télémétrie que vous allez récupérer, de métriques sur SQL Server, des logs, des stacks, et Dieu sait que SQL Server en fait il est bien fourni pour ça. Il y a des choses qui sont de base et il y a des choses que vous allez devoir forcément développer. Et c'est là où joue le rôle d'automatisation prend tout son sens, c'est-à-dire justement toutes ces choses qui ne sont pas built-in et que vous voulez récupérer, et vous allez vous allez le faire au travers de l'automatisation pour pouvoir finalement accélérer ces campagnes de troubleshooting. L'observabilité, c'est aussi justement de pouvoir récupérer ces informations-là, d'avoir un point de vérité, d'avoir une stack qui est commune et qui permet de corréler les informations entre elles pour pouvoir accélérer justement le troubleshooting, faire collaborer les services entre eux. Moi, j'ai déjà eu des cas, par exemple, où même des services de l'infrastructure ne discutaient pas, et par exemple, quand vous demandiez qu'est-ce qui se passe au niveau stockage, au niveau virtualisation, on vous répondait il se passe rien, moi je vois rien du tout, sans forcément plus de précision. Là, la philosophie DevOps et l'observabilité, c'est de dire tout le monde a accès aux métriques, à un outil qui permet de corréler les événements, et on fait discuter les équipes ensemble justement pour trouver le problème. La problématique, c'est toujours justement le client, l'impact client, et c'est vraiment le but de toute cette mécanique. Ensuite, vous avez justement toute cette philosophie d'intelligence au niveau de l'alerting qu'on n'a pas forcément avec les outils traditionnels où vous avez un ensemble d'alertes conséquents. L'idée ici, c'est de se focaliser uniquement sur les alertes qui sont pertinentes, actionnables et qui ont un réel impact business. D'accord, éviter les faux positifs, éviter la fatigue de monitoring où vous pourriez passer à côté d'une alerte qui serait importante. Alors pour ça, en fait, on a des outils qui permettent de gérer très bien toute cette observabilité. En général, c'est pas qu'un seul outil, c'est un ensemble d'outils où vous avez des outils sur le marché qui rassemblent l'ensemble des fonctions, mais qui peuvent être coûteux à utiliser, d'accord. Donc en fait, vous avez le choix entre les outils open source ou les outils de vendeurs qui sont assez célèbres comme New Relic, comme Datadog. Alors, ça va vraiment être en fonction de votre contexte, quel temps vous pouvez passer sur les outils, le nombre de gens que vous allez dédier sur la maintenance de votre infrastructure, et quel coût vous êtes prêt à mettre dans vos outils, justement. Simplement, pour contextualiser, chez nous, voilà comment ça se passe au niveau d'automatisation et de l'automatisation au niveau du monitoring. Comme je le disais, en fait, pour pouvoir être une instance qui est créée, une base de données qui est créée, on doit automatiquement pouvoir la détecter et la monitorer. Donc, ça se fait au travers, en tout cas au niveau SQL Server, quand on déploie une nouvelle instance, ça se fait au travers d'Ansible, au travers du playbook, on vient installer un agent télégraphe qu'on configure. Avec le plugin SQL Server, la télémétrie qu'on va récupérer, ça vient créer un client Prometheus qui vient exposer la télémétrie SQL Server. D'accord. Ensuite, pour que Prometheus puisse automatiquement détecter justement ces nouveaux clients Prometheus de ces nouvelles instances, on vient au niveau du playbook, on a un enregistrement SRV qui est mis à jour et qui permet qui est utilisé par Prometheus pour pouvoir dire tiens, j'ai une nouvelle instance SQL Server qui a été détectée, donc je vais venir scraper la télémétrie au travers justement du DNS SD config avec un SQL télémétrie dans lequel on vient ajouter des nouveaux serveurs.
Pour la partie alerting, on a plusieurs outils d'alerting, dont Prometheus avec l'Alert Manager. Et là, on vient vraiment définir au niveau SQL Server les alertes qui nous paraissent pertinents au niveau et au niveau impact utilisateur, d'accord. Donc ça peut être toutes les métriques de saturation, pression mémoire, pression CPU, les disques pleins, les groupes de disponibilité qui sont pas qui ont un problème et qui peuvent impacter la disponibilité du service, les bases de données offline, les deadlocks, les deadlocks, les processus bloqués qui peuvent aussi avoir des effets néfastes sur le système et d'autres qu'on peut avoir. L'avantage de l'Alert Manager, en fait, c'est qu'on peut utiliser les requêtes WQL de Prometheus et s'en servir pour définir des alertes, et on peut même les intégrer dans des campagnes de tests unitaires avec l'outil PromTool qui est capable finalement de tester votre alerte en fonction d'entrées fictives que vous pourriez instancer, donc pour rendre votre alerte robuste quelque part. Grafana, comme je disais, c'est l'outil de visualisation chez nous, en fait, qui permet d'unifier justement cette surveillance et les analyses avec les différents acteurs, que ce soit les opérationnels ou les développeurs. Et enfin, comme je vous disais, la philosophie, c'est de pouvoir finalement avoir un seul point de vérité, de pouvoir faire des corrélations faciles, d'avoir une vue à 360. Donc chez nous, on a aussi importé les métriques de nos composants, de notre stack virtualisation stockage au travers d'exporteurs Prometheus, et tout simplement pour faciliter l'analyse de la télémétrie. Tous ces événements en fait qui étaient un peu externes, qui sont pas sous le contrôle du DBA et qu'on aimerait pouvoir identifier rapidement et corréler avec des comportements d'SQL Server qui pourraient changer de façon anormale, ça on va le récupérer sous différents formats. On va créer des fichiers de log, on va créer des tables de log, etc. Et on va automatiser la collecte de ces données et les annoter dans Grafana, tout simplement pour accélérer le troubleshooting. Pour la partie surveillance du changement de configuration, on utilise le DBA Check. Et le DBA Check, lui, il va de manière hebdomadaire aller envoyer des résultats dans une base de données SQL Server qu'on va pouvoir finalement exploiter au travers du rapport DBA Check qu'on a un peu modifié pour pouvoir l'utiliser dans un espace Power BI et se connecter à une base de données on-prem. Ensuite, et on est notifié, bien entendu, qu'on a du rapport d'exécution et des potentielles erreurs. Et on a même finalement de la création automatique de tickets Jira, qui me concerne dans ce cas-là, en tout cas qui peut concerner l'équipe infrastructure, pour pouvoir faire de la remédiation manuelle, et plus tard on essaiera de faire de la remédiation automatique. Ce que ça donne au niveau dashboarding, au niveau Grafana, chez nous on a deux types de dashboard, orienté black box ou white box monitoring. Soit on a une vue d'en haut de SQL Server avec des métriques que tout le monde peut comprendre, n'importe quel opérationnel dev peut comprendre, avec des métriques de saturation par exemple, occupation CPU, mémoire, process bloqué, etc. Des métriques de disponibilité du service, des métriques ou des erreurs ou des choses comme ça. Excusez-moi. Ou du monitoring orienté whitebox. Et dans ce cas-là, on va venir vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de SQL Server, et ça, Telegraph, il est vraiment bien fourni pour fournir de la donnée pour pouvoir produire ce genre de rapport-là. Je vous disais tout à l'heure, l'idée aussi, c'était de pouvoir créer des liens virtuels entre des événements externes et puis des changements de métriques au niveau SQL Server. Là, c'est le cas avec si je prends cet exemple-là, par exemple, on a une chute soudaine du page life expectancy, et ça peut très vite s'expliquer justement par une campagne, un déploiement de release qui a été fait par le composant order. Et voilà, normal ou pas normal, c'était pas forcément la question, mais on a très vite identifié la root cause et finalement de dire voilà, la prochaine fois, pour éviter ce genre de problème-là, voilà quelle sera la solution. Ça, grâce justement à l'extension de notre framework qu'on a au PowerShell, avec des fonctions de collecte de métriques supplémentaires qu'on vient instancier au travers de Grafana. Je ne rentre pas dans le détail. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est faire une petite démonstration avec DBA Check.
dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc DBA-Check, comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne. C'est le même principe que DBA Tools. Vous devez l'utiliser. Ça fonctionne sous PowerShell et ça fonctionne avec Pester pour la partie le framework de test sous PowerShell avec des mock. Donc, on a besoin de Pester. Donc, je l'ai déjà installé ici. Je l'ai installé au travers des PowerShell Gallery. Là, je vais simplement vérifier que le DBA-Check est installé. Il se sert aussi des DBA Tools, comme je vous disais, principalement. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez utiliser des fonctions comme ça, get db-check, pour aller regarder la liste des checks que vous pouvez faire avec des patterns, par exemple service, qui me ressort tout un tas de checks qui peuvent être faits sur des comptes de service de l'agent, du moteur, du full text, du SQL browser, voir si en fait il est configuré en automatique ou pas. Je peux par exemple commencer à invoquer mes checks en utilisant invoke dbc check en me connectant sur une instance et avec une certaine catégorie de check ici. Donc je vais vérifier que j'ai pas des pages de données suspectes dans mes bases de données sur cette instance. Là, vous reconnaissez finalement un peu la philosophie Pester avec justement en fait un contexte d'exécution de tests, les tests qui sont effectués et le résultat retourné. Ici, on voit que je n'ai pas de problème, donc tout est vert. Où je peux faire des choses un peu plus complexes, où je vais pouvoir définir par exemple des configurations standards en fonction de mes environnements, avec un référentiel de bonnes valeurs que je dois trouver, générer le fichier de configuration qui est ici, générer avec les valeurs que j'aurais générées avec le S7 DBC config, donc il va me générer des paramètres au niveau de DBC d'environnement au niveau du DBA check. Et ensuite, si je reviens sur la démo, je vais commencer par le faire ici. Donc en fait, je vais générer ma configuration sous forme de fichier, réinitialiser ma configuration et charger la nouvelle configuration avec les paramètres que j'ai spécifiés précédemment. Vous voyez qu'ici, en fait, l'environnement DBA-Check inclut un certain nombre de paramètres que vous pouvez, en fonction justement des checks que vous pouvez faire. Donc c'est assez exhaustif, la liste. Et là, je vais justement appliquer en fonction des paramètres environnement de paramètres, je vais faire des checks. Ici, vous voyez que j'ai pas précisé les instances sur lesquels je devais faire cette fois parce qu'ils sont directement inclus dans mes paramètres. Je vais exporter ma sortie dans un fichier XML, dans un format qui s'appelle NUnit-XML et qui est directement exploitable avec des outils, des outils de CI/CD justement pour générer des rapports de façon human readable et vous proposer de soit continuer dans votre pipeline ou soit stopper s'il détecte des erreurs. Donc ici, simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un fichier XML avec un certain format prédéfini. Et si je reviens là, je peux utiliser ce qu'on avait un petit outil qui s'appelle reportunit.exe qui est fourni aussi avec le DBA-Check et qui me permet d'aller regarder sur format HTML le résultat de mes checks. Ici, vous voyez qu'ici, ça concerne principalement les propriétaires de mes bases de données. Si je rentre dans le détail, ici, j'ai propriétaires de bases de données qui ne correspondent pas à mon standard. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette troisième démonstration. Je vais passer à la conclusion de cette session. Alors là, trois points en fait à citer. La première chose, c'est éviter le shadow IT quand vous commencez à rentrer dans ces considérations d'infrastructure as code, parce que vous allez vous retrouver avec les mêmes problématiques que vous aviez avec la gestion manuelle de vos infrastructures. Dans le meilleur des cas, vous aurez une erreur quand vous allez déployer votre nouvelle configuration au travers d'outils d'infrastructure as code. Dans le pire des cas, la configuration qui a été déployée manuellement va être complètement supprimée. Et donc là, vous aurez tout perdu. L'automatisation, encore une fois, je le répète, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas nouveau dans l'IT. Ce qui est nouveau, c'est justement cette philosophie de gestion d'infrastructure as code sous forme de fichiers et d'API avec les cloud providers. Ça, c'est
quelque chose qui est vraiment indispensable aux DBA qui veulent opérer dans des environnements DevOps, justement, tout simplement dans ces problématiques d'accélération, de cadence de release, etc., de réduction du time to market. Bien entendu, ça requiert des connaissances supplémentaires au niveau du langage, des paradigmes de code source, il y a ici des tests. Donc ça, c'est la face cachée, mais c'est quelque chose, en fait, qui met le jeu en vaut la chandelle, dans tous les cas. Voilà pour moi. Donc je vous remercie de votre écoute, et puis je vous dis à bientôt.